parler donc d'atomes et de lumière. Et je crois que parler de ce sujet, c'est en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ça revient à décrire sur le plan le plus fondamental le monde de nos perceptions. Parce que les atomes sont partout autour de nous et tous les objets que nous voyons, par exemple dans cette salle, sont formés d'atomes. Et quand je dis que nous les voyons, ce que je veux dire, c'est qu'ils diffusent vers notre œil la lumière qu'ils reçoivent et qu'ils transforment et qu'ils filtrent en quelque sorte par leurs propriétés particulières. Et il s'agit d'abord de la lumière que reçoit notre œil. Il est sensible à une certaine gamme de lumière, mais nous avons également pu développer des détecteurs extrêmement sensibles qui sont capables de voir des radiations qui sont invisibles à l'œil. Et c'est cet ensemble, cette palette de radiations visibles et invisibles qui interagissent avec les atomes qui constitue le monde perceptible. Depuis des siècles, depuis des millénaires, on peut dire, l'homme s'est toujours intéressé à la matière et à la lumière et aux interactions entre les deux. Et les réponses qu'il a données à ces interrogations ont pris différentes formes. Il s'est agi au départ de réponses de nature religieuse, de nature poétique, philosophique. On a vu tout à l'heure dans l'intervention du maire qu'il y avait même également des réponses politiques qu'on pouvait donner à ces questions. Et puis bien sûr les réponses scientifiques. En fait, je vais parler de la réponse scientifique. Je vais essayer de décrire comment la science moderne interprète les interactions entre la matière et le rayonnement, la matière et la lumière, et comment cette interprétation a conduit à un monde qui est le monde quantique, dont on a déjà parlé un petit peu au cours des présentations introductives, un monde dans lequel les aspects ondulatoires et corpusculaires se trouvent mélangés de façon complémentaire et inextricable. Donc je vais parler d'abord d'atomes et présenter donc les acteurs de notre pièce de ce soir. Le monde qui nous entoure est donc peuplé d'atomes. J'ai représenté ici les deux atomes les plus simples, qui sont d'ailleurs les plus abondants dans l'univers. L'atome d'hydrogène, qui est un atome très simple, il a une charge positive qui est le proton autour duquel gravite un électron. La taille de cet atome, dans le petit carré que j'ai représenté ici, est d'environ 1/10 milliardième de mètre, ce qu'on appelle un angstrom. Le deuxième atome, le plus simple après celui-ci, est l'atome d'hélium. Son noyau contient 2 protons et 2 particules neutres, qu'on appelle des neutrons, et 2 électrons gravitent autour. Bon, et à partir de là se construisent l'ensemble des atomes qui constituent la matière autour de nous, qui diffèrent les uns des autres par le nombre des protons et d'électrons. Et vous savez qu'il y a une centaine d'éléments, les plus lourds étant par exemple l'atome d'uranium, qui possède 92 protons et 92 électrons gravitant autour. Au moment où l'univers s'est créé, il y a quelques 14 milliards d'années, dans les quelques centaines de milliers d'années qui ont suivi, petit à petit, la matière s'est refroidie et les premiers atomes qui se sont formés ont été des atomes d'hydrogène. L'hélium est venu ensuite par fusion des atomes d'hydrogène dans les étoiles, dans le Soleil et les autres étoiles, et l'hélium s'est formé de cette façon. Et puis ensuite, lorsque la matière s'est refroidie à la surface des étoiles, dans l'espace entre les étoiles, l'espace intergalactique, se sont formés l'ensemble des autres éléments par agrégation des noyaux atomiques, ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Donc voilà les atomes. Ces atomes interagissent, comme on l'a vu, avec la lumière, et en fait, l'essentiel de l'information que nous recevons de l'univers nous vient de cette lumière qui a interagi avec les atomes. Par exemple, un ciel étoilé dans lequel on voit les étoiles, les galaxies et l'ensemble de l'univers qui nous entoure nous permet d'avoir des informations qui nous permettent de reconstruire l'histoire de l'univers et donc de construire cette cosmologie qui est essentielle pour comprendre d'où nous venons et où nous allons. Alors pour comprendre cela, comprendre cette interaction entre atomes et lumière, il faut développer donc une science qui s'est développée au cours depuis l'époque de Newton, 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Et ce n'est qu'au début du 20e siècle que les différents éléments ont été mis en place, qu'on est arrivé à une théorie satisfaisante qui est la théorie quantique. Et donc il est impossible de parler au niveau fondamental des atomes et de leur interaction avec la lumière sans dire quelques mots de cette physique quantique. Cette physique quantique qui est étrange par bien des aspects, on en a déjà parlé un petit peu, qui nous permet de comprendre le monde au niveau microscopique et par cette compréhension nous donne des outils pour construire des appareils qui ont augmenté considérablement notre pouvoir sur le monde. On en a déjà cité quelques-uns tout à l'heure. Il est vrai que le laser, la résonance magnétique nucléaire sont des exemples de l'exploitation de l'interaction entre la matière et le rayonnement qui nous a donné une puissance formidable sur le monde, une capacité de diagnostic, de communication accrue. Et je reviendrai sur cet aspect des choses et sur cette tension qui existe toujours en science
comme l'a rappelé Jacques Ralite, entre la recherche fondamentale qui est motivée par la curiosité pure et la recherche appliquée qui est motivée par des considérations plus économiques ou par des considérations de pouvoir, d'accéder à un pouvoir sur le monde et sur l'univers. Ces deux aspects sont toujours très profondément intriqués. Donc, essayons d'approfondir un peu notre description des atomes. Les atomes ou les molécules qu'ils forment en se liant donc, sont les grains dont est formée la matière. Par des méthodes de microscopie extrêmement puissantes, on peut maintenant réellement visualiser les atomes dans un solide. Vous voyez par exemple à gauche, chacune des petites boules bleues que vous voyez représente le nuage électronique d'un atome de nickel, et vous voyez que ces atomes sont organisés en réseaux réguliers dans le métal. C'est ce qu'on appelle un cristal, l'organisation ordonnée de la matière. Vous voyez également de l'autre côté, à droite de l'écran, un autre cristal qui est formé cette fois-ci d'atomes de silicium. Le silicium est le composant, l'élément qui compose les composants électroniques de tous les appareils modernes. À ce silicium cristallin, on voit superposer au-dessus une structure amorphe. Il s'agit de molécules de silice, d'oxyde de silicium, qui sont oxydées. Donc le silicium est oxydé au contact de l'air. Et vous voyez que là, la structure n'est plus régulière. On a une structure désordonnée. Donc structure ordonnée ou désordonnée constitue les solides. Et elle se caractérise par le fait que les atomes sont pratiquement au contact des uns des autres, avec des positions bien définies. Si on passe maintenant au liquide ou au gaz, on a des corps qui sont beaucoup plus dilués. Par exemple, dans un gaz, les atomes se trouvent à distance relativement grande les uns par rapport aux autres et se déplacent dans tous les sens en subissant des collisions les uns sur les autres. Donc voilà comment on va décrire de façon très simple la matière. Un paramètre qui est essentiel pour toute la discussion qui va venir est la notion de température. La température, en fait, est une quantité physique qui mesure le degré d'agitation de la matière. Plus la température est élevée, plus les atomes vibrent avec des amplitudes importantes dans les solides, au taux de reposition moyenne, et plus dans les liquides et dans les gaz, les atomes se déplacent avec une grande vitesse. Donc la température mesure cette énergie cinétique des particules. Vous savez qu'il existe une échelle de température habituelle, qui est l'échelle des degrés Celsius. Dans cette échelle, par convention, on appelle 0 degré la température de la glace fondante, mais à la température de la glace fondante, il reste encore beaucoup d'agitation, et en diminuant l'agitation thermique des atomes ou des molécules, on arrive dans cette échelle des températures dites négatives. Et lorsque la température descend à moins 273 degrés, on se trouve dans une situation où tous les mouvements ont été abolis, où la matière est complètement immobile. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu. On ne peut pas descendre au-dessous. Les physiciens ont construit une échelle plus rationnelle dans laquelle ce zéro absolu s'appelle le zéro, c'est l'échelle Kelvin. Et dans cette échelle de température, la glace fondante est à 273 degrés, plus 273 degrés, et la température ordinaire, celle de cette pièce, qui est à une vingtaine de degrés au-dessus de la glace fondante, est autour de 300 Kelvin. Donc 300 Kelvin, c'est ce qu'on appelle la température ordinaire. À cette température ordinaire, les molécules d'un gaz, par exemple les molécules d'oxygène et d'azote dans cette pièce, se déplacent à des vitesses de l'ordre de 500 à 1000 mètres par seconde. De l'ordre de quelques milliers de kilomètres à l'heure, c'est l'ordre de grandeur de la vitesse du son dans l'air. Et d'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence que les vitesses des molécules et les vitesses du son soient du même ordre de grandeur. Donc voilà, très rapidement brossé ce qu'on peut dire de la matière. Que peut-on dire en parallèle du rayonnement ? La lumière. Alors on sait depuis la fin du XIXe siècle, depuis les années 1860 et les travaux de Maxwell, que la lumière est une onde électromagnétique. C'est-à-dire que c'est une onde qui représente la propagation combinée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscille et se déplace dans l'espace à une vitesse que les physiciens ont appelée petit c et qui vaut 300 000 km à la seconde, environ 1 milliard de kilomètres à l'heure. Donc c'est très très rapide. Ce n'est pas une vitesse infinie, mais c'est très très rapide. Et j'ai essayé de représenter cette onde ici, donc le champ électrique en bleu, le champ magnétique en rouge, qui se propage en vibrant et le champ présente ainsi des crêtes, des maxima et des minima. Et la distance entre deux crêtes successives du champ, que l'on note lambda, par la lettre grecque lambda, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde du rayonnement. Cette longueur d'onde varie suivant les rayonnements qu'on considère. Et cette longueur d'onde est reliée à la fréquence du rayonnement par la relation lambda égale c sur nu, où c est la vitesse de lumière. Alors je vous rassure tout de suite, je n'utiliserai pas beaucoup de formules dans cet exposé, elles ne seront jamais plus compliquées que celle-là. Cette formule signifie simplement que plus la fréquence est élevée, plus l'onde vibre vite,
plus la distance entre les crêtes successives de l'onde sera petite. Et la longueur d'onde, en fait, détermine la couleur de la lumière. La distance entre les deux crêtes successives du champ détermine cette couleur. Seule une étroite fenêtre de longueur d'onde, comprise entre 0,4 et 0,8 microns, c'est-à-dire une distance extrêmement petite, inférieure au millionième de mètre, correspond aux couleurs visibles, allant du violet au rouge. Ce sont les longueurs d'onde auxquelles l'œil est sensible. En dehors de ces longueurs d'onde, dans les longueurs d'onde plus courtes, on passe à l'ultraviolet, aux rayons X et gamma, et les longueurs d'onde plus grandes à l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Donc voilà cette gamme, ce spectre étendu de rayonnement dont il nous faut rendre compte et dont il faut voir comment il interagit avec la lumière. En fait, ces ondes, elles sont partout autour de nous. Elles remplissent tout l'espace qui nous entoure. Cette salle est pleine d'ondes électromagnétiques. D'abord, les ondes qui vous permettent de me voir, de voir l'écran, et donc les ondes perceptibles. Mais il y a également des tas d'ondes invisibles. En commençant par les longueurs d'onde les plus grandes, on a des ondes radiofréquences, les ondes micro-ondes, des ondes du rayonnement infrarouge. Les ondes radiofréquences et micro-ondes sont celles qui sont utilisées pour les communications radio, la télévision, les téléphones portables. Et donc ces ondes remplissent, ces ondes artificielles, techniques, technologiques, remplissent cette pièce et on commence à se poser des questions sur leur innocuité et sur le fait de savoir si elles sont vraiment inoffensives ou non. À côté de ces ondes que je qualifierais d'artificielles et qui sont détectées par des antennes radio, par exemple, il existe un rayonnement de même type micro-ondes qu'on appelle le rayonnement cosmologique. Donc voilà le type de détecteur qu'on peut utiliser pour détecter ce rayonnement, par exemple de grandes antennes de radiotélescope, comme celle que vous voyez à droite, et ces antennes dirigées vers le ciel détectent un rayonnement qui se trouve partout dans l'univers, qui nous entoure, dans lequel la Terre baigne, et pas seulement la Terre, les étoiles et l'ensemble de l'univers baignent dans ce rayonnement. Et ce rayonnement est un reste du rayonnement extrêmement intense qui régnait dans l'univers un peu après le Big Bang. Après le moment où l'univers s'est créé, il y avait une densité d'énergie extraordinaire dans l'univers et une lumière éclatante qui était une lumière essentiellement dans le domaine des ondes ultraviolettes, rayons X et rayons gamma. Et au moment de l'expansion, au fur et à mesure que l'univers s'est étendu, la température a baissé et la baisse de température pour le rayonnement signifie que la longueur d'onde s'est déplacée vers les grandes longueurs d'onde. Et le reste de ce rayonnement extrêmement intense et très dur du début de l'univers est maintenant un rayonnement micro-ondes qui a une longueur d'onde de l'ordre de quelques centimètres. Ce rayonnement est détecté partout dans l'espace et on peut en faire une carte en fausse couleur ici qui montre les fluctuations de la couleur du rayonnement, fausse couleur parce qu'il s'agit de rayonnement invisible, en fonction de la direction d'observation. Ces fluctuations qui sont détectées soit sur Terre, soit à l'aide de satellites, renseignent sur ce qui se passait dans l'univers au moment où ce rayonnement est apparu, il y a quelques 14 milliards d'années. Et c'est pour ça qu'on appelle ce rayonnement qui se retrouve partout dans l'espace un rayonnement fossile, parce qu'il joue un peu le même rôle que les fossiles pour déterminer l'histoire ancienne de la Terre. À côté de ces rayonnements, si on va vers des longueurs d'onde plus courtes, on trouve le rayonnement infrarouge. Cette pièce, si on éteignait les lumières, il resterait un rayonnement que l'on pourrait détecter à l'aide de caméras infrarouges sensibles. C'est le rayonnement que les corps rayonnent en raison de leur température. Le fait que les molécules et les atomes se trouvent à une température finie fait qu'ils sont l'objet d'agitation thermique, les charges en mouvement rayonnent, et ce rayonnement, dit rayonnement de chaleur, est essentiel parce qu'il assure l'équilibre thermique entre les corps. La Terre est chauffée par le Soleil, et elle est chauffée à peu près à 300 degrés Kelvin, donc elle rayonne dans l'espace en raison de l'agitation de ces atomes, un rayonnement qui s'échappe et la température de la Terre reste en équilibre parce qu'il y a équilibre entre la chaleur reçue du Soleil et la chaleur rayonnée. Si cette chaleur ne peut plus rayonner dans l'espace, par exemple parce que des gaz à effet de serre créent une espèce de couverture qui empêche les rayonnements infrarouges de partir, eh bien la température moyenne de la Terre augmente et c'est le problème du réchauffement climatique auquel on se trouve actuellement confronté. Donc voilà quelques aspects du rayonnement invisible. Lorsque la longueur d'onde se raccourcit, on arrive à une lumière qui est détectée par l'œil. Donc c'est tout ce qui rend le monde perceptible à notre niveau et au niveau de l'univers extérieur. Et ces rayonnements visibles jouent également un rôle essentiel parce que ce sont eux qui chauffent. C'est essentiellement les rayonnements visibles, les proches ultraviolets du Soleil, qui chauffent la Terre, qui rendent la vie possible.
Alors ce qui est paradoxal, c'est que je vais vous montrer plus tard dans l'exposé que la lumière non seulement peut chauffer, mais qu'on peut également l'utiliser pour refroidir, et qu'elle peut servir à refroidir de façon extraordinaire, avec une efficacité extraordinaire, les atomes, et réaliser ainsi les corps les plus froids qui existent actuellement dans l'univers. Si on continue vers les longueurs d'onde encore plus courtes, on arrive au rayonnement cosmique, ultraviolet, rayons X et rayons gamma. Ces rayons sont en général produits par des sources extraterrestres, par exemple l'explosion d'étoiles en fin de cycle, ce qu'on appelle les supernovae, produisent des bouffées de radiation extrêmement de longueur d'onde très très courtes. Heureusement, la plus grande partie de ce rayonnement est arrêtée par l'atmosphère, parce que ce sont des rayonnements qui peuvent être nocifs, mais il en passe quand même certains, et je suis sûr que dans cette salle, pendant que je vous parle, il y a beaucoup de rayons gamma et de rayons X cosmiques qui nous traversent. Donc voilà un peu planter le décor, les acteurs, l'atome et la lumière. Comment ces atomes interagissent-ils avec la lumière? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'interaction entre atomes et lumière? J'ai représenté ici donc une onde électromagnétique qui arrive sur un atome d'hélium, avec ces deux électrons qui tournent autour du noyau. Le champ électrique oscillant de l'onde met en vibration les électrons de l'atome. Donc j'ai représenté ça par un petit tortillon qui monte et qui descend, qui décrit cette mise en vibration. Et donc l'atome se comporte en fait comme une petite antenne. Dans les antennes habituelles, les antennes radio, les électrons qui se trouvent dans le métal, dans les fils métalliques de l'antenne, sont mis en vibration par le champ électromagnétique de l'onde. Mais ici, c'est la même chose. C'est une question de taille, de différence de taille. L'atome se comporte comme une antenne microscopique et il va être donc sensible à des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, longueurs d'onde visibles en particulier, que ne le sont les antennes radio. Alors j'ai essayé de représenter ça de façon un peu plus visuelle ici. J'ai représenté ici une onde plane qui est symbolisée par les crêtes, les plans successifs représentent les crêtes successives de l'onde plane qui arrivent sur un atome représenté par un petit cercle bleu. Lorsque cette onde plane arrive sur l'atome, elle met en vibration les électrons, et les électrons en vibration rayonnent des ondes concentriques comme une petite antenne. Et ainsi, le champ électromagnétique qui se propagerait normalement s'il n'y avait pas d'atome en restant une onde plane, devient maintenant une superposition de l'onde plane incidente et de l'onde sphérique rayonnée par l'atome. En d'autres termes, l'atome modifie le rayonnement qu'il reçoit, et c'est cette modification qui fait qu'on le voit. Bon, ici, j'ai beaucoup simplifié le problème, parce qu'en général, on ne voit pas un seul atome, on voit la lumière diffusée par de la matière qui est constituée de milliards et de milliards d'atomes, et il y a des effets collectifs d'interférence entre les rayonnements émis par les différents atomes. Mais on peut maintenant, grâce au développement de la technologie, isoler des atomes dans l'espace et les observer suivant le schéma que j'ai décrit ici. Vous voyez ici, par exemple, 4 atomes qui sont suspendus dans l'espace par des forces électromagnétiques réalisées par ces petites électrodes. Et ces atomes sont éclairés par un laser, et vous voyez qu'à chaque atome correspond une petite tache de diffraction. En fait, chaque atome rayonne son onde sphérique, et ces atomes sont vus à travers un microscope. Donc l'objectif du microscope concentre la lumière de chacune de ces atomes, donnant 4 taches bien séparées. Ici, vous voyez un seul atome, qui est également suspendu dans l'espace, et dont vous voyez la lumière. Alors, la taille de ces taches est de l'ordre du micron. Il y a un principe fondamental de l'optique qui dit qu'on ne peut pas résoudre à l'aide d'un microscope des dimensions plus petites que la longueur d'onde, alors que la taille de l'atome lui-même est de l'ordre de l'angstrom. Donc ce qu'on voit, ce sont des taches énormes à l'échelle de l'atome, mais comme les atomes sont bien séparés, on les voit discrets et séparés. Et donc on peut effectivement voir les atomes, malgré leur très petite taille, directement par la lumière qu'ils diffusent. Pour comprendre ça de façon plus fondamentale, il faut maintenant dire quelques mots donc, de la physique quantique. J'ai essayé de limiter ça au maximum parce que le temps est limité et ce n'est pas vraiment l'objet fondamental, l'objet direct de mon propos qui est de parler d'atomes et de lumière. Néanmoins, il faut dire quelques mots des principes de quantification. En fait, pour comprendre la structure de l'atome, il a fallu attendre le début du XXe siècle et les travaux d'un physicien comme de Bohr et des physiciens qui l'ont suivi. Bohr a montré que les niveaux d'énergie d'un atome n'étaient pas continus. En d'autres termes, que la structure électronique de l'atome ne pouvait pas correspondre à une énergie arbitraire. Les électrons de l'atome ne pouvaient occuper que certains états correspondant à des énergies bien discrètes, des énergies quantifiées, d'où le nom de physique quantique qu'on a donné à cette physique microscopique. J'ai représenté ici, par exemple, une échelle de niveau d'énergie qui montre pour un atome donné que
les électrons vont pouvoir occuper un niveau fondamental, le niveau d'énergie la plus basse, que j'ai noté F. Ça, c'est le niveau dans lequel l'atome se trouve en général lorsqu'il est au repos. Et puis des niveaux excités, j'en ai noté un E. Et ces niveaux excités sont ceux que l'on obtient lorsque par exemple, on met les atomes dans une décharge électrique, dans une lampe qui fonctionne suivant le principe de la décharge dans un plasma. Les atomes sont excités par des collisions avec des électrons et on peuple les niveaux excités de cette structure. Lorsque l'atome est porté dans un niveau excité, il retombe à l'état fondamental en un temps de l'ordre de quelques 10 milliardièmes de seconde et en émettant de la lumière. C'est comme ça que fonctionnent les lampes à décharge. Le point important, c'est que les niveaux d'énergie sont quantifiés et il existe une relation, la relation que j'ai écrite ici, qui est due à Niels Bohr, peut se décrire de la façon suivante. Cette relation qui indique que la différence d'énergie entre deux niveaux est égale à la constante de Planck h que multiplie la fréquence, signifie que les fréquences nues qui seront susceptibles de mettre en vibration les électrons de l'atome ne sont pas n'importe quelle fréquence. Ce sont des fréquences qui doivent satisfaire cette relation. Et cette relation est appelée une condition de résonance, c'est-à-dire que l'atome est comme un petit résonateur qui ne va répondre à la lumière que si la lumière a une fréquence égale ou voisine à une de ses fréquences caractéristiques. Donc si on éclaire l'atome avec une fréquence qui satisfait cette relation, E moins EF égale h nu, les électrons vont répondre avec une grande amplitude. Si on l'excite avec une fréquence différente, les électrons ne vont pratiquement pas répondre. Et cette condition de résonance optique, ajoutée à la notion de quantification, au fait que les niveaux d'énergie atomique sont discrets, permet de comprendre de façon qualitative tout ce qui se passe lorsque les atomes interagissent avec de la lumière. En particulier, on peut comprendre d'où vient la couleur des objets. Vous savez que la lumière, par exemple la lumière produite par une lampe ou la lumière du soleil, est une lumière blanche. C'est une lumière qui est une somme, une superposition de toutes les longueurs d'onde, allant du bleu jusqu'au rouge. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous éclairez un atome qui possède dans son spectre deux niveaux d'énergie qui correspondent à la fréquence bleue? Qu'est-ce qui se passe si vous l'éclairez avec de la lumière blanche? Bien, vous voyez que la composante bleue de la lumière va être diffusée très fortement. J'ai représenté ça en montrant des cercles concentriques épais. Par contre, la composante rouge de la lumière, qui n'est pas résonante, elle est loin de résonance, mais la composante rouge de la lumière, elle, va être diffusée très faiblement. J'ai représenté ça par des cercles en pointillés. Et donc, vous voyez que si toutes ces longueurs d'onde sont superposées, votre atome qui est éclairé avec de la lumière blanche va diffuser vers votre œil surtout du bleu. Et donc, vous verrez cet atome en bleu. Alors là encore, je simplifie beaucoup parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va diffuser, ce sont des ensembles d'atomes. Et cette propriété de diffusion, de filtrage des couleurs, doit être légèrement modifiée par le fait qu'il peut y avoir des effets d'interférence entre les lumières émises par les différents atomes. Mais néanmoins, vous avez une vision assez fondamentale du processus de couleur par ce type de raisonnement. Un autre phénomène qui apparaît clairement avec cette simple description, c'est le phénomène d'absorption de la lumière. Reprenons à nouveau cette image d'une onde électromagnétique qui arrive sur un atome. Cette onde, je peux la représenter par une sinusoïde qui figure dans lesquelles je représente ici les crêtes et les creux du rayonnement qui se propagent. S'il n'y avait pas d'atome, cette onde se propagerait, se translaterait simplement dans l'espace en passant de gauche à droite. Imaginez que vous avez un atome entre les deux. Eh bien, cet atome va être les électrons de l'atome vont être mis en vibration par l'onde, une onde va être rayonnée, et dans l'onde rayonnée, une partie de l'onde va être rayonnée vers l'avant. L'antenne va rayonner dans toutes les directions, mais une partie de l'onde va être rayonnée vers l'avant. Et la propriété extrêmement intéressante que l'on constate, c'est que l'onde rayonnée vers l'avant, que j'ai représentée ici en bleu, est en opposition de phase avec l'onde incidente. Autrement dit, à chaque maximum crête de l'onde incidente correspond un creux de l'onde diffusée vers l'avant. Si on complète cette description par ce qu'on appelle le principe de superposition des champs, qui a été introduit dès le XIXe siècle, en particulier par Maxwell, on arrive à l'idée que l'onde qui se propage vers l'avant dans l'onde qui se propage vers l'avant, les crêtes de l'onde incidente vont être compensées par les creux de l'onde diffusée vers l'avant, et l'onde totale diffusée vers l'avant va s'annuler. Autrement dit, on va avoir un effet d'interférence destructrice qui
indique que le champ vers l'avant va disparaître par superposition en grandeur et en signe de l'onde incidente qui a un signe donné et de l'onde diffusée vers l'avant qui a le signe opposé. Et on observe alors quelque chose qui est satisfaisant pour un autre principe important de la physique qui est la conservation de l'énergie. L'onde incidente arrive en transportant de l'énergie. Cette énergie est rediffusée dans toutes les directions de l'espace et il faut donc que vers l'avant, elle disparaisse. Parce que si elle continuait vers l'avant tout en étant diffusée, l'énergie ne serait pas conservée. Donc vous voyez la cohérence, la consistance de la physique qui, à travers l'électromagnétisme d'une part et les grands principes de conservation d'autre part, satisfait l'ensemble des principes qui rendent le monde cohérent. Et donc, ce qui apparaît également sur cette image, c'est cette notion importante de principe de superposition des ondes. Et vous voyez qu'on arrive à quelque chose d'assez paradoxal. De la lumière, plus de la lumière donne de l'ombre. Alors, en essayant de faire un lien un peu avec l'art et la poétique, on peut dire que ce genre de principes et d'idées étaient déjà dans l'esprit des artistes de la Renaissance. Je pense que Léonard de Vinci s'est beaucoup intéressé au jeu de l'ombre et de la lumière dans ses peintures, et il avait, je crois, si ce n'est lui, d'autres artistes de la même époque avaient eu cette intuition qu'ajouter de la lumière à de la lumière pouvait donner de la diffraction de l'ombre. Mais cette notion d'interférence n'est apparue clairement qu'au XIXe siècle, lorsqu'on a pu écrire de façon explicite la forme mathématique des ondes et leur superposition. Mais cette idée, ces idées simples que j'ai décrites ici, expliquent l'opacité des corps solides à la lumière visible, les spectres de la lumière reçus des étoiles, le bleu du ciel, la couleur rouge du soleil couchant. Tout ça peut être interprété par ce genre d'image. Par exemple, un point important sur lequel je voudrais insister, c'est que la lumière est une source de renseignement sur la matière. En fait, la lumière qui tombe sur la matière est filtrée par la matière. Par le principe que j'ai indiqué de résonance indique que la matière va diffuser la lumière préférentiellement à certaines longueurs d'onde, et cette préférence dépend de la structure de la matière, donc dépend du type d'atome qui diffuse la lumière. Et en étudiant le spectre de la lumière diffusée, on a des renseignements sur la composition chimique ou la composition matérielle des objets, même s'ils sont très loin. Et en particulier, l'astrophysique est basée là-dessus. Par exemple, revenons au Soleil. Le Soleil émet de la lumière parce qu'à l'intérieur du Soleil, il règne des températures extrêmement élevées. On a un plasma formé de protons et d'électrons qui sont agités avec une très très grande énergie et qui rayonnent de la lumière blanche. Quand cette lumière blanche arrive à la surface du Soleil, elle rencontre des atomes plus froids, du carbone, du fer, du manganèse qui se trouvent dans l'atmosphère solaire, et ces atomes froids absorbent du rayonnement. Si vous décomposez la lumière solaire suivant son spectre de fréquence du bleu vers le rouge, vous voyez apparaître des barres sombres qui correspondent aux raies d'absorption des différents éléments. Et ça rappelle beaucoup les codes barres des supermarchés. En fait, c'est quelque chose de très voisin. Ces barres sont spécifiques à chaque élément et on a des informations sur ces éléments, même sans aller jusqu'au Soleil ou jusqu'aux étoiles, simplement parce qu'on fait confiance à la physique. On fait confiance au fait que les lois de Bohr et d'Einstein sont valables partout dans l'univers et que tous les atomes dans l'univers sont identiques et qu'ils vont donc se comporter de la même façon pour absorber ou diffuser du rayonnement. Une explication, disons une digression un peu plus poétique, essayons de comprendre le bleu du ciel. Nous avons ici le Soleil et ici une molécule de l'atmosphère terrestre, oxygène ou azote. Ces molécules possèdent des niveaux d'énergie et la première transition à partir de l'état fondamental tombe dans l'ultraviolet. Ça veut dire que ni la lumière bleue, ni la lumière verte, ni la lumière rouge ne sont absorbées de façon résonante. Néanmoins, s'il faut choisir, la molécule préfère diffuser le bleu, qui est plus proche de résonance. Elle diffuse le bleu plus que le vert et le vert plus que le rouge. Donc si vous regardez la lumière blanche du Soleil, qui est une superposition de toutes ces couleurs, qui arrive sur l'atome, le bleu va être diffusé, pas très intensément, mais va être diffusé pas mal, et la partie complémentaire qui n'est pas diffusée va être transmise vers l'avant. Le vert va être diffusé moins fort, ça veut dire qu'il va être transmis avec une plus grande intensité, et finalement c'est le rouge qui va être le moins diffusé, et donc qui va être le plus transmis. Et si vous regardez maintenant vers le ciel dans une direction différente du Soleil, clairement vous allez voir surtout du bleu, ce qui explique le bleu du ciel. Si par contre vous vous mettez dans l'axe et que vous regardez le Soleil couchant avec des rayons qui ont traversé une très grande épaisseur de l'atmosphère, vous allez voir surtout du rouge. Et donc vous comprenez comme ça ce genre d'image, pourquoi le Soleil couchant apparaît rouge, pourquoi la Lune proche de l'horizon apparaît rousse. Tout ça c'est lié à ces propriétés de diffusion
de la lumière par les atomes. Alors, on ne peut pas parler d'ailleurs d'atomes et de lumière si on ne parle pas du laser, sans parler du laser plutôt, et je veux te dire quelques mots du phénomène complémentaire de l'absorption qu'on appelle l'amplification. Alors, je vous rappelle ce qu'est l'absorption, je l'ai décrite tout à l'heure. Vous avez un atome dans son état fondamental, une onde qui passe sur l'atome, et vers l'avant, l'onde diffusée vers l'avant s'oppose à l'onde transmise et est absorbée. Supposez maintenant que vous prenez le même atome, mais au lieu de l'avoir dans son état fondamental, vous placez cet atome dans son état excité. Eh bien, à ce moment-là, les équations de l'interaction de l'atome avec le rayonnement montrent que le champ diffusé vers l'avant, au lieu d'être en opposition de phase, se trouve en phase avec l'onde incidente. En d'autres termes, lorsqu'on applique le principe de superposition, l'onde qui est passée sur l'atome est amplifiée. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'émission stimulée. Un atome se trouve, lorsqu'il reçoit du rayonnement, stimulé à émettre encore plus de rayonnement dans le mode du champ incident. En quelque sorte, dans ce phénomène, la lumière appelle la lumière. Vous avez de la lumière passe sur l'atome et elle force l'atome à rajouter de la lumière dans le même mode du champ. Alors c'est à partir de là qu'a été construit le laser. Si vous voulez construire un laser à partir de ce principe, la recette est assez simple. Vous placez un ensemble d'atomes entre deux miroirs, que j'ai symbolisé par ces deux barres verticales. Ces atomes sont au départ dans l'état fondamental, mais par un procédé d'excitation atomique, vous les portez dans un état excité, par exemple avec une décharge électrique. Et ces atomes excités, vous leur faites passer dessus une onde électromagnétique qui se réfléchit entre les deux miroirs. À chaque passage, l'onde va être amplifiée et on va avoir un phénomène d'avalanche où le champ va devenir de plus en plus grand. Alors, au départ, il faut mettre un petit champ, mais la nature est bonne pour nous parce qu'on n'a pas besoin d'imposer ce champ de l'extérieur. Il y a toujours du bruit de rayonnement et les composantes de ce bruit de rayonnement, ce qu'on appelle ce champ spontané, se trouvent amplifiées à la fréquence de résonance des atomes. À chaque passage au niveau d'un des miroirs, un petit peu du champ sort de la cavité et vous avez, si la distance des miroirs est bien calculée, une onde intense qui sort du système. Et c'est d'ailleurs ce champ laser que vous voyez ici, le laser vert qui me sert de pointeur, c'est un laser de ce genre. Et dans ce laser, l'excitation atomique est produite à l'aide d'une pile. Il est clair que si les piles ne fonctionnent pas, le laser ne marchera pas. Donc le laser convertit l'énergie chimique des piles en énergie lumineuse. Alors, comme il a été dit par Jacques Rallit dans son introduction, le laser, au départ, est venu de recherches purement académiques, basées sur la volonté de comprendre l'interaction entre la matière et le rayonnement. Ce sont des travaux qu'Einstein a faits en 1917. Il a cherché à comprendre l'interaction entre l'atome et le rayonnement en se servant de la mécanique quantique, qui était alors une théorie naissante, et c'est lui qui a découvert le principe d'émission stimulée. Et il a fallu une quarantaine d'années ensuite pour le mettre en œuvre dans ces lasers, dont on sait que les applications sont partout autour de nous. Les lecteurs de CD, DVD utilisent comme stylet lecteur des petites incrustations sur le disque des lasers qui diffusent la lumière de ces incrustations et permettent de reconstruire les images et les sons. Les codes-barres des supermarchés, dont j'ai parlé tout à l'heure, également utilisent des lasers comme lecteurs et ça permet d'accélérer le stockage et le passage des gens aux caisses des supermarchés également. Donc ça a eu des effets plus ou moins triviaux sur notre vie quotidienne, mais ça joue vraiment un rôle important. Alors un autre exemple d'application liée à la diffusion de la lumière, c'est aussi l'imagerie par résonance magnétique. Le laser est spectaculaire parce qu'il diffuse, on voit les lumières diffusées par le laser, c'est de la lumière visible. L'IRM, c'est de la lumière invisible, c'est de la lumière des ondes de radiofréquence, mais ça joue un rôle extrêmement important. Ça a révolutionné, comme vous le savez, le diagnostic médical en particulier. Tous ceux qui ont subi l'IRM savent que l'opération commence de façon assez traumatisante par introduire le patient dans un container de ce genre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce système ? En fait, ceci est un immense divoire qui contient une quantité d'hélium liquide qui permet de maintenir des bobines de métal à la température extrêmement basse, qui permet à ce métal d'être supraconducteur. Et pourquoi est-ce qu'il faut que le métal soit supraconducteur ? Parce qu'on veut qu'il conduise des courants électriques importants sans s'échauffer. Et ce courant électrique sert à créer un champ magnétique intense. Donc la résonance magnétique, c'est la réponse des atomes dans un champ magnétique intense.
De quels atomes s'agit-il? Donc allons au niveau microscopique. En fait, comme vous le savez, une grande partie de notre organisme est formée de molécules d'eau. Donc, la molécule d'eau, vous avez un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène porte un petit aimant, un petit moment magnétique qu'on appelle son spin. Et cet aimant tourne dans le champ magnétique appliqué, le champ magnétique créé par les gros aimants. Et l'interprétation quantique de ce phénomène, c'est dire qu'à chacun de ces spins sont associés 2 niveaux d'énergie, et que la distance de ces niveaux d'énergie est proportionnelle au champ magnétique appliqué. Autrement dit, en augmentant le champ magnétique, on sépare davantage les deux niveaux magnétiques, on augmente la distance entre ces 2 niveaux d'énergie, et donc on augmente la fréquence pour laquelle les spins vont résonner. Et lorsqu'on crée des champs magnétiques de quelques Tesla, c'est-à-dire quelques milliers ou dizaines de milliers de fois le champ magnétique terrestre, on monte dans un domaine où les fréquences de résonance de ces spins sont dans le domaine des ondes radio, des longueurs d'onde centimétriques. Et donc, ces spins diffusent ces ondes radio qui pénètrent à l'intérieur du corps, qui sont inoffensives pour l'organisme. Donc, c'est une méthode non invasive de mesure. Et c'est en étudiant cette lumière diffusée par les spins de l'intérieur de notre corps qu'on peut reconstituer ces magnifiques images en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du corps, comme par exemple cette coupe du cerveau. Alors pour relier ça de façon plus précise à ce que j'ai dit précédemment, j'ai essayé de décrire ce qui se passait de façon un peu plus détaillée sur cette figure. Un point essentiel de toute cette méthode, c'est que le champ magnétique doit être inhomogène. Autrement dit, qu'on crée un champ magnétique qui varie suivant la position des atomes dans l'espace à l'intérieur de notre corps. J'ai représenté ici 3 points. Un point où le champ magnétique est tout petit, un point où le champ magnétique est moyen, un point où il est grand. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les niveaux magnétiques se trouvent plus proches à gauche, plus éloignés à droite, et beaucoup plus éloignés encore au milieu, et encore beaucoup plus éloignés à droite. Ça veut dire que les atomes de gauche vont résonner avec une fréquence basse, les atomes du milieu avec une fréquence moyenne, et les atomes de droite avec une grande fréquence. Alors j'ai représenté ces fréquences par des couleurs, rouge, vert et bleu. Ce sont évidemment des fausses couleurs, tout est translaté dans le domaine des ondes radio. Néanmoins, ce langage de couleurs va permettre de décrire ça de façon imagée. On envoie maintenant sur ces atomes de la lumière des radiofréquences blanches, c'est-à-dire une superposition de toutes les couleurs. Et vous voyez que si on suit le principe que j'ai indiqué tout à l'heure, l'atome de gauche va surtout diffuser du rouge, l'atome du milieu va surtout diffuser du vert et l'atome de droite surtout du bleu. Donc des fréquences différentes. On dispose maintenant dans notre appareil, donc dans cette énorme boîte qui contient le patient, des antennes radiodétectrices, des boucles de courant qui vont détecter ce rayonnement. Et donc vous voyez que les atomes situés dans des endroits différents ont des fréquences de résonance différentes et diffusent vers l'antenne des champs de fréquences différentes. Et si on décompose maintenant le spectre de fréquences que l'on reçoit dans l'antenne, l'intensité de chaque couleur diffusée va renseigner sur le nombre d'atomes qui se trouvent en chaque point. Alors évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus que 3 points, il faut quelques milliers de points, et donc un champ extrêmement bien contrôlé, mais le résultat est là, et on obtient des images impressionnantes, comme par exemple une représentation en 3 dimensions du cerveau. Non seulement on observe des images statiques, mais on peut également avoir des images dynamiques du cerveau en action, parce que quand on fait réaliser une action par le patient, par exemple on lui demande de faire un geste ou d'observer quelque chose, eh bien, il y a des régions spécifiques du cerveau qui sont activées. Elles sont activées, ça veut dire que la circulation sanguine augmente en ce point. L'augmentation du flux sanguin s'accompagne parce que le sang transporte des petites molécules de fer, une variation du champ magnétique, ça distord les images, et cette distorsion est détectée. Et là, vous voyez 4 zones qui sont activées par je ne sais pas quelle action concertée. Mais vous voyez qu'on peut ainsi observer la dynamique du cerveau et faire de la neurobiologie fonctionnelle où on peut comprendre comment fonctionne le cerveau sain et comment fonctionne le cerveau pathologique. Tout ça grâce à l'interaction entre les atomes et le rayonnement. Donc à ce stade, je pourrais continuer à illustrer ça par bien d'autres applications, mais je voudrais arriver à un point fondamental qui est le suivant. Il semble à ce stade que les rôles soient bien partagés dans cette pièce dont je vous parle, l'atome et lumière. Les atomes sont des particules.
c'est comme ça que je les ai décrits jusqu'à maintenant, et la lumière est une onde. Et donc les atomes sont bien localisés et ils interagissent avec une onde délocalisée qui se déplace partout dans l'espace. En fait, on peut se poser la question, est-ce que c'est si simple que ça? Et la réponse de la physique quantique, c'est non. Et en fait, il y a des tas d'expériences qui ont montré que cette vision est trop simple et qu'en fait, d'une part, la lumière a aussi un aspect corpusculaire, on ne peut pas simplement la décrire comme une onde, et la matière a également un aspect ondulatoire. Et qu'en fait, donc on revient à l'idée que je vous mentionnais au départ, les aspects corpusculaires et ondulatoires se trouvent intimement mêlés. Alors, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Si vous éclairez un écran sensible à la lumière par une intensité très faible lumineuse, vous diminuez l'intensité lumineuse, et ce que vous observez, ce n'est pas un éclairement uniforme de l'écran. Si vous diminuez suffisamment l'intensité lumineuse, ce que vous constatez, c'est que l'écran va être impressionné de façon pointilliste. Il va y avoir des points d'impact discrets sur lesquels l'écran va être impressionné. Et ceci rappelle singulièrement, par exemple, ce qui se passe lorsque des gouttes d'eau tombent sur un toit. Elles arrivent de façon discrète en différents points. Et ce type d'expérience est la signature de l'arrivée des grains de lumière qu'on appelle des photons. Donc ce concept de photon a été introduit en 1905 par Einstein et il est confirmé par des tas d'expériences qui sont effectuées depuis plus d'un siècle. Je vous en montre une autre que nous avons faite récemment à l'école normale qui consiste à mesurer l'énergie lumineuse qui se trouve stockée dans une cavité, dans une boîte fermée, et regarder comment cette énergie disparaît dans la boîte. Et ce qu'on constate, c'est qu'au lieu qu'elle disparaisse de façon continue, elle disparaît par paliers. Il y a des paquets discrets d'énergie qui sortent de la boîte, et ces paquets signalent le fait que la lumière ne varie pas de façon continue, mais que la lumière possède des niveaux d'énergie discrets, et ces niveaux d'énergie discrets correspondent à ce qu'on appelle les photons. Donc d'une part, la lumière est plus compliquée que ce qu'on pense, ce n'est pas simplement une onde, et d'autre part, on observe le phénomène complémentaire de l'autre côté. Si vous prenez 2 jets d'atomes très très froids, et que vous les envoyez l'un contre l'autre, dans le nuage qui se forme lorsque les 2 jets se recouvrent, vous voyez des franges brillantes, des endroits où il y a beaucoup d'atomes, séparés par des zones où les atomes n'arrivent pas. Et ce genre d'image rappelle de façon très claire les interférences en optique. Ce que vous observeriez par exemple en envoyant 2 faisceaux laser l'un contre l'autre. En d'autres termes, la matière a également un aspect ondulatoire. Alors ça a été une grande surprise. Et si vous voulez analyser dans le fond la raison des phrases de Feynman et d'Einstein que Jacques Ralite disait tout à l'heure, c'est cela. C'est le fait qu'un esprit classique, un esprit habitué à la physique newtonienne, ne peut pas assimiler des concepts d'ondes et de particules dans un tout cohérent. Les deux sont contradictoires. Et donc la question est comment interpréter ce dualisme onde-corpuscule, onde-particule? Que nous dit la physique quantique à ce sujet? Alors pour comprendre cela, je vais analyser une expérience très simple, ce dont Feynman disait qu'elle était l'essence de l'étrangeté quantique, qui est l'expérience d'interférence de particules, réalisée, qu'on appelle également l'expérience d'Young. Cette expérience est très simple dans son principe. Vous avez une source qui émet des particules. Ces particules traversent un écran qui est percé de 2 fentes. Et une fois qu'elles ont traversé cet écran, donc par une fente ou par l'autre, elles arrivent sur un deuxième écran où on les détecte. Et on les détecte par leurs impacts discrets, et l'image d'interférence se forme de façon pointilliste par l'accumulation des impacts successifs des particules. Alors cette expérience, elle a été effectuée avec des photons. Young, au début du 19e siècle, avait fait cette expérience avec de la lumière. À l'époque, elle était interprétée comme s'il s'agissait d'une onde pure, mais elle a été refaite depuis avec des électrons, avec des atomes. Maintenant, elle est faite régulièrement avec des molécules, et la façon la plus spectaculaire de la faire, c'est de la faire avec des atomes ou des molécules ou des photons qui traversent l'appareil un à un. C'est-à-dire qu'on diminue l'intensité de la source jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y a jamais plus d'une particule à la fois à l'intérieur de l'interféromètre. Et alors on voit la chose suivante. Vous voyez que les premières particules arrivent et elles semblent tomber de façon aléatoire sur l'écran. Et puis au fur et à mesure qu'elles arrivent, elles commencent à former, comme je le disais, de façon pointilliste, une image, jusqu'au moment où vous avez suffisamment de particules pour voir clairement les franges se former. Autrement dit, dans cette expérience, le même système de photons, d'électrons, d'atomes nous disent 2 choses qui semblent contradictoires. Je suis une particule puisque j'arrive en des points discrets, et je suis une onde puisque statistiquement je forme une image de diffraction. Alors ça, c'est très difficile à comprendre, surtout si on sait que les particules passent une à une.
Parce que la question qu'on peut se poser, c'est lorsqu'une particule traverse cet appareil, est-ce qu'elle passe par la fente de gauche ou la fente de droite? Et si elle passe par une des deux fentes, comment est-ce qu'elle peut savoir que l'autre est ouverte ou fermée? Parce que suivant que l'autre est ouverte ou fermée, elle va arriver en des points complètement différents. Et donc c'est cette logique quantique qui est absolument impossible à comprendre classiquement. Alors comment est-ce que s'en tire la physique quantique? Elle s'en tire en disant, c'est à ce sujet-là que Feynman disait que personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Alors comment s'en tire la physique quantique? Elle s'en tire très bien mathématiquement. Elle a établi un formalisme qui permet de comprendre ce qui se passe à partir de formules mathématiques simples. Ce que dit la physique quantique, c'est qu'à chacune des particules, atomes, électrons ou photons, est associée une onde. Et le carré de cette onde donne la probabilité de trouver la particule au point correspondant. Donc la théorie est probabiliste, elle définit une onde de probabilité et elle renonce à décrire ce qui se passe pour un événement individuel, puisqu'elle ne calcule que des probabilités. Alors vous voyez ce qui va se passer là, vous avez une onde plane associée aux particules qui arrive sur l'écran. À partir de chacun de ces trous, cette onde diffracte une onde sphérique, et les deux ondes sphériques partielles vont se renforcer dans certaines directions, qui sont les directions d'intensité maximale, et elles vont au contraire se contrecarrer dans les régions des zones sombres. Et donc vous voyez que finalement, ce qu'on voit, c'est une interférence d'ondes de probabilité. La particule a plus de probabilité d'arriver à l'endroit où l'onde est importante, moins de probabilité, une probabilité plus faible d'arriver à l'endroit où l'onde et les ondes se contrecarrent, mais pour une particule donnée, on ne sait pas où elle va arriver. Elle est simplement pilotée par une loi de probabilité. Et c'est ce que Einstein disait de façon lapidaire lorsqu'il disait que Dieu joue au dé. Et en fait, il n'aimait pas ça du tout. En fait, Einstein était resté un physicien du 19e siècle qui croyait fermement dans le déterminisme, et c'est cet aspect non déterministe de la physique quantique qui lui déplaisait. Il y a eu des centaines d'expériences qui ont confirmé cette interprétation, et c'est comme ça que se comporte la nature. Alors, pour aller un peu plus loin et rendre cette description plus quantitative, je dois introduire un dernier concept qui est celui d'impulsion des particules. Vous parlez de ce qu'on appelle leur impulsion, aussi bien pour les atomes que pour les photons, et essayer de décrire cette impulsion de façon un peu quantitative. Alors l'impulsion, c'est une notion intuitive. Vous savez que si quelqu'un est gros et lourd et fonce vers vous à grande vitesse, il va avoir une capacité à modifier votre mouvement à vous et votre trajectoire plus grande que s'il est léger et à vitesse faible. Alors c'est ce qui est rendu exprimé de façon quantitative par ce qu'on appelle la quantité de mouvement ou l'impulsion. Pour une particule matérielle, c'est un vecteur qui est aligné le long de sa direction de propagation. Et cette impulsion obéit à un principe qui est établi depuis Newton. Pour un système isolé, l'impulsion totale se conserve. C'est-à-dire que si une particule perd de l'impulsion, c'est qu'elle donne cette impulsion à une autre particule. Et tous les joueurs de billard savent très bien ce que ça veut dire. Si vous avez deux boules de billard, une immobile, donc qui a une impulsion nulle, et une qui a une impulsion P1, et que la boule de gauche arrive sur la boule de droite, après la collision, la boule de gauche s'arrête et c'est la boule de droite qui part avec l'impulsion en question. Donc l'impulsion se conserve et elle se transfère d'un système à l'autre, en grandeur et en signe. Cette conservation de l'impulsion, elle joue également un rôle important dans la théorie des gaz. Si vous avez par exemple un récipient ici qui est fermé par un piston, lorsque la molécule de gaz arrive sur le piston, son impulsion change, puisqu'il passe d'une impulsion positive à une impulsion négative, et ce changement d'impulsion est encaissé par le piston qui recule. C'est l'effet de pression. Donc la pression d'un gaz, c'est simplement une conséquence de la conservation d'impulsion. Alors les particules que sont les photons transportent également de l'impulsion. Une expression spectaculaire de cette pression de radiation explique l'orientation de la queue des comètes. Si vous prenez une comète qui passe au voisinage du Soleil, la comète possède dans sa queue des poussières extrêmement légères. Ces poussières, lorsqu'elles reçoivent les photons venus du Soleil, sont poussées dans la direction opposée au Soleil. Ce qui fait que la queue de la comète est toujours dirigée dans l'axe Soleil-tête de la comète, mais dans la direction opposée au Soleil. Et c'est très contre-intuitif. Ce mouvement des queues des comètes, si on ne comprenait pas ça en termes de conservation d'impulsion et de pression de radiation, serait incompréhensible. En fait, c'est Kepler qui, au XVIe siècle, a donné la première interprétation en termes de pression de radiation de ces photons. Alors, quel est le lien entre l'impulsion et la longueur d'onde? Pour cela, je vais reprendre les formules qui relient l'impulsion
à la masse et à la vitesse. Pour les atomes, la théorie de l'impulsion dit simplement que l'impulsion d'un atome de masse m et de vitesse v, c'est le produit de la masse par la vitesse. Alors ça, c'est très intuitif, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. L'impulsion, la capacité qu'a l'atome à modifier quelque chose lorsqu'il va se cogner contre quelque chose d'autre est d'autant plus grande que sa masse est plus grande et que sa vitesse est plus grande. Quid pour les photons? Pour les photons, Einstein a établi la formule P égale h sur lambda. Alors ça paraît un peu moins intuitif, mais ça l'est quand même. Plus lambda est petit, plus la fréquence est grande, et donc plus chaque paquet d'énergie associé au photon aura une énergie plus grande et sera capable donc de transférer une impulsion plus grande au cours d'une collision. Lorsqu'on a écrit ces deux formules, donc physique newtonienne et Einstein début du XXe siècle, il semble que les atomes et les photons soient très différents. Alors le génie de Broglie a été d'identifier ces deux formules, de dire que ces deux formules sont en fait équivalentes et qu'à chaque particule de matière de masse m, on doit associer une onde lambda telle que les deux expressions de l'impulsion mv et h sur lambda donnent le même résultat. Et vous voyez que ceci revient à associer à une particule de masse m et de vitesse v une longueur d'onde de matière lambda égale h sur mv. Et ça, c'est la fameuse formule de la longueur d'onde de Broglie. Cette formule montre une chose, elle montre que la longueur d'onde est d'autant plus grande que la vitesse des atomes est plus petite. Donc si on veut rendre la longueur d'onde visible, si on veut rendre les effets d'interférence d'onde de matière visibles, on a intérêt à refroidir, à diminuer la vitesse des atomes. Et donc les effets quantiques sont des effets liés à la température. Plus ces systèmes seront froids, plus ces effets quantiques vont se manifester. Alors quelques ordres de grandeur. Donc je reprends cette formule très simple, je l'applique pour un atome typique, par exemple un atome de sodium, avec une vitesse typique. À la température ordinaire, les atomes se déplacent à 500 mètres par seconde. Quand vous faites cette application numérique, vous trouvez une longueur d'onde très 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 petite. 3×10⁻11 mètres, c'est-à-dire 0,10 et 1 3, quelque chose qui est plus petit que la taille de l'atome. Donc la longueur d'onde est extrêmement petite, et ça veut dire que les effets d'interférence quantique sont en général inobservables. Quand les longueurs d'onde sont très courtes, les atomes se comportent comme des particules et leur aspect ondulatoire est négligeable. Si on veut rendre l'aspect ondulatoire observable, il faudrait par exemple rendre lambda de l'ordre de 10⁻6 mètres, de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière. Parce qu'on sait qu'avec la lumière, on voit très bien les effets d'interférence. Mais ça veut dire qu'il faut multiplier la longueur d'onde par 50 000, c'est-à-dire diviser la vitesse par 50 000. Autrement dit, au lieu d'avoir des atomes qui se déplacent à 500 mètres par seconde, on veut des atomes qui se traînent à 1 cm par seconde. Et cette différence d'ordre de grandeur est encore beaucoup plus spectaculaire si on parle d'énergie cinétique, parce que l'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse, et ça veut dire qu'il faut diviser la vitesse par le carré de 50 000, l'énergie par le carré de 50 000, c'est-à-dire par 2 milliards. Et au lieu d'avoir des atomes à 300 degrés, il faut des atomes à 150 milliardièmes de degrés. Alors ça, c'est très, 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 très froid. Et pendant très, très, très longtemps, les physiciens considéraient que c'était un rêve absolument inaccessible, qu'on n'arriverait jamais à obtenir des températures de cet ordre. Et en fait, les physiciens ont cherché à réaliser ce rêve. Alors c'est encore, on revient à cette notion qu'il faut que le rêve soit très grand pour qu'on arrive à faire quelque chose. Donc ils ont cherché à réaliser ce rêve pour une raison qui est encore liée aux travaux d'Einstein. En fait, ce qu'Einstein avait prévu dès les années 1920, c'était que si on arrivait à confiner dans une boîte à très basse température certains types d'atomes, qu'on appelle des bosons, et je reviendrai là-dessus tout de suite, eh bien, à très très basse température, tous les atomes doivent venir se condenser pour former une onde matérielle géante, et c'est ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein. Alors, il faut des atomes spéciaux. Ce sont les atomes qui possèdent un nombre pair de constituants. Un nombre pair, si on fait la somme du nombre de protons, de neutrons et d'électrons, il faut que ce nombre soit pair. Et ces atomes-là, d'après Einstein, devaient conduire à la condensation de Bose-Einstein. Par contre, les atomes qui possèdent un nombre impair de nucléons, plus protons, plus neutrons, plus électrons, on les appelle des fermions. Et ces atomes sont individualistes, ils refusent de se mettre dans le même état. Si on baisse la température pour de tels atomes, il se passera d'autres choses intéressantes, mais dont je n'ai pas le temps de discuter ici. Donc je vais me concentrer sur ces atomes type boson et imaginer le scénario qu'Einstein avait imaginé. Qu'est-ce qui doit se passer? À haute température, eh bien, on a un gaz newtonien. Les atomes se comportent comme des particules qui se cognent entre elles et qui se cognent sur les parois du récipient qui les contient. Si vous baissez la température,
la longueur d'onde augmente et la nature ondulatoire commence à se manifester. La longueur d'onde de De Broglie devient de plus en plus grande. Et puis il arrive un moment où la longueur d'onde de De Broglie devient de l'ordre des distances entre atomes. Et à ce moment-là, le caractère individuel des atomes disparaît. Les atomes se recouvrent en quelque sorte, leur paquet d'ondes se recouvre. Et il arrive un moment où ce qui se passe, c'est qu'après chaque collision, les atomes ont une tendance à venir tous tomber dans le même état final. Et ceci rappelle un peu ce qui se passe dans un laser. Dans un laser, les photons ont tous tendance, par le fait d'émissions stimulées, à finir dans le même état. Eh bien, dans la condensation de Bose-Einstein, c'est la même chose, mais au lieu que ce soit une onde lumineuse, c'est une onde matérielle, et à la température de zéro absolue, eh bien, tous les atomes vont se trouver dans cette onde, dont la longueur d'onde va être de l'ordre de la taille du récipient qui les confine. Alors ça, c'était quelque chose qui était hypothétique, et ça conduisait à un nouvel état de la matière ultra froide et ultra diluée. Et les physiciens ont passé les années 80 et le début des années 90 à essayer d'atteindre cet état. Comment refroidir les atomes? Et on en arrive donc à la dernière idée que je voudrais discuter dans cet exposé, c'est le fait que la lumière qui nous réchauffe peut également servir à refroidir et dans des proportions absolument considérables et étonnantes. Donc la lumière, ce n'est pas simplement quelque chose qui permet de chauffer ou quelque chose qui permet d'avoir un diagnostic sur le monde, mais c'est également quelque chose qui permet de manipuler les atomes et de diminuer leur vitesse. Imaginez un atome qui se propage avec son impulsion de la droite vers la gauche, et vous envoyez sur cet atome en sens inverse des photons qui chacun transportent l'impulsion h sur lambda de la gauche vers la droite. Vous allez avoir une collision entre ce jet de photons et les atomes. Et intuitivement, vous comprenez que les atomes vont être freinés, puisqu'ils reçoivent des particules qui viennent vers eux et que l'impulsion doit être conservée. Chaque photon absorbé contre le mouvement de l'atome diminue son impulsion, donc sa vitesse. Et donc mv devient mv moins h sur lambda. Alors l'ordre de grandeur est très petit, parce que h sur lambda, c'est de l'ordre de... Cette quantité-là correspond à une variation de vitesse de l'ordre de 1 cm par seconde. Donc chaque photon, c'est une toute petite chiquenaude sur un projectile qui va très très vite. Mais beaucoup de photons peuvent être absorbés de cette façon-là. Et après absorption et diffusion de 50 000 photons par l'atome, ce qui peut se faire à peu près en 1 milliseconde, un atome qui a une vitesse de 500 mètres par seconde va se trouver stoppé très vite. Alors, ceci est extrêmement efficace, mais il y a un hic, c'est que si l'atome va dans le sens inverse, il va recevoir les photons dans le dos et il va être accéléré. Et donc, pendant longtemps, les physiciens se sont trouvés confrontés à ce problème. Si on freine la moitié des atomes et on accélère l'autre moitié, eh bien, on ne va pas arriver à grand-chose. Alors, pour rendre la lumière plus efficace à freiner les atomes qu'à les accélérer, eh bien, on utilise l'effet Doppler. Et vous allez voir que l'effet Doppler, c'est quelque chose que vous connaissez bien et que ça a des effets pour freiner, que vous connaissez dans la vie quotidienne. Et je vais vous les rappeler tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'effet Doppler? L'effet Doppler, c'est un effet qu'on observe lorsqu'on a une source de fréquence, qu'il s'agisse d'une onde acoustique ou d'une onde optique, qui émet donc une onde. Si vous avez un observateur qui se déplace vers l'onde, eh bien, vous voyez que l'onde se trouve décalée vers les hautes fréquences. Elle se trouve, par exemple, la lumière va être décalée vers le bleu ou un son va être décalé vers les sons plus hauts. Simplement parce que l'observateur va traverser les fronts d'onde plus vite qu'il ne les traverserait s'il était immobile. Donc on a un décalage vers le bleu. Si au contraire, l'observateur se déplace avec l'émetteur dans son dos, eh bien, il y a un décalage vers le rouge, un décalage vers les plus basses fréquences. Alors tout ça dans le domaine d'acoustique, vous l'avez bien expérimenté. Si vous croisez un camion qui klaxonne, le son du klaxon paraît plus haut jusqu'au moment où vous le croisez, puis ensuite il apparaît plus bas lorsque vous l'avez croisé, pour cette raison. Cet effet Doppler est également utilisé pour mesurer la vitesse des véhicules. Vous envoyez les radars Doppler, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une onde micro-onde qui est réfléchie par l'objet, et suivant le décalage en fréquence, on peut mesurer la vitesse. Et si on mesure la vitesse, on peut savoir qui va trop vite, et on espère que ça va faire ralentir les voitures. Donc l'effet Doppler permet de ralentir. Et pour les atomes, c'est la même chose, mais ça fonctionne de façon plus efficace, comme vous allez le voir. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser cet effet Doppler pour ralentir? Eh bien, on choisit une fréquence qui est légèrement plus basse que la fréquence que les atomes veulent absorber. Et on irradie l'atome dans les deux directions. Vous voyez, on envoie donc sur un atome un laser qui tape dans son dos et un laser qui vient vers lui. Qu'est-ce qui se passe si l'atome se déplace de la gauche vers la droite? L'effet Doppler va monter la fréquence de ce laser. Et comme elle était trop basse au départ, il va rendre ce laser plus proche de résonance.
Donc l'atome va vouloir diffuser plus de photons de ce laser que de celui-là, qui tire dans son dos. Donc il va se trouver davantage freiné qu'accéléré. Si l'atome va dans l'autre sens, mutatis mutandis, c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, c'est le laser de gauche qui apparaît plus proche à cause de l'effet Doppler, et donc l'atome est à nouveau freiné. Donc dans tous les cas, l'atome en mouvement interagit toujours plus avec l'onde qui se propage en sens opposé, et donc il y a une force opposée à la vitesse et il est freiné. Alors ça, c'est un processus qui est extrêmement efficace. On dispose en fait dans les 3 dimensions des lasers qui vont dans tous les sens pour bloquer les atomes dans tous les sens du mouvement, et on fabrique ce qu'on appelle une mélasse optique et un piège magnétique. Vous voyez ici une image avec des faisceaux dans toutes les directions, et au centre, à l'intersection de ces faisceaux, vous avez à peu près 1 milliard d'atomes à quelques dizaines ou quelques microdegrés Kelvin qui se déplacent à quelques dizaines de centimètres par seconde. Et en fait, comme la force est opposée à la vitesse, on a un effet de mélasse, de viscosité, un peu comme une bille qui tomberait dans un pot de miel et dont la vitesse serait très vite amortie par les chocs successifs avec les molécules. Alors, il faut imaginer ça. Vous avez un gaz extrêmement froid, mais vous avez les parois du récipient autour qui, elles, sont chaudes. Donc si vous coupez vos faisceaux laser, les atomes vont diffuser vers les parois, et dès qu'ils vont rentrer en collision avec une paroi chaude, ils vont être à nouveau chauffés. Donc il faut absolument éviter que les atomes ne rencontrent une paroi matérielle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe les faisceaux laser, et avant que les atomes n'aient pu s'éloigner, on branche une configuration de champ magnétique qui, agissant sur les petits moments magnétiques des atomes, les force à rester au voisinage du centre. On fabrique ce qu'on appelle une bouteille magnétique, et les forces magnétiques, cette bouteille est immatérielle. Elle préserve les atomes, elle les empêche d'arriver jusqu'aux parois, et elle préserve un gaz ultra froid de quelques dizaines de microkelvin. Alors, quelques dizaines de microkelvin ou quelques microkelvin, c'est très froid, mais ce n'est pas assez froid. On veut les nanokelvin. Alors, la question est, peut-on refroidir encore plus? Et là, la réponse est oui, bien sûr, sinon je ne vous en parlerai pas. Mais cette réponse est plus simple. La méthode que l'on emploie après, c'est ce qu'on appelle la méthode d'évaporation. Alors vous savez que si vous soufflez sur un liquide chaud, vous le refroidissez. Et la raison pour laquelle vous le refroidissez, c'est que vous expulsez les atomes qui vont le plus vite, et donc vous enlevez les atomes chauds, et le reste du liquide est en moyenne plus froid. Eh bien ici, on fait exactement la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser les parois de ce piège magnétique de façon à ce que les atomes les plus énergiques, les plus énergétiques, ceux qui ont la vitesse la plus grande, puissent s'échapper. Et vous voyez que si on fait ça, on perd des atomes, la densité diminue, mais la température baisse. Et toute l'astuce est de le faire dans des conditions telles que la température baisse beaucoup plus vite que la densité. Et on obtient finalement un nuage extrêmement dense et ultra froid d'atomes résiduels. Comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on observe cela? On fait une imagerie, toujours grâce à l'absorption. On envoie une impulsion laser qui est résonante et grâce à laquelle les atomes vont absorber le laser, et on va mesurer l'ombre sur un écran de ce nuage d'atomes ultra froids. Alors j'en arrive à la dernière diapositive que je voulais vous montrer ici, c'est qu'est-ce qu'on observe en fait? Un film qui va montrer ce qui se passe au cours du temps. Alors à chaque fois qu'on obtient une image de ce genre, on détruit l'échantillon, mais on peut recommencer l'expérience et prendre des images en séquence qui montrent ce qui se passe au cours du processus de refroidissement. Donc on obtient le film de la condensation de Bose-Einstein. Vous voyez ici en fausse couleur le nuage, l'ombre du nuage, et ici vous voyez en 3e dimension la densité du nuage au centre. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'évaporation se produit, la densité du nuage augmente, et il y a un moment, lorsque ces deux courbes vont se croiser, où on a une augmentation très très forte de la densité au centre, un changement d'état, qui est le phénomène de condensation de Bose-Einstein. Vous voyez que les deux échelles qui sont ici indiquent 2 températures. À gauche, vous voyez la température critique qu'il faut atteindre pour que la condensation ait lieu. Et à droite, vous voyez la température du gaz au moment de l'évaporation. La température critique décroît. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous perdez des atomes, la densité du gaz diminue, et donc la distance entre les atomes augmente, et donc la longueur d'onde que vous devez atteindre devient plus grande et la température plus basse. Mais le point important, c'est que la vraie température du gaz décroît plus vite que la température critique. Et c'est au moment où ces deux courbes se croisent que se produit le phénomène divergent de la condensation de Bose-Einstein. Et donc à ce moment-là, on a à l'intérieur de notre bouteille magnétique quelque chose qui ressemble à ce qui se passe à l'intérieur de ce laser. Lorsque je l'allume, il y a un champ, une onde géante qui contient non pas beaucoup d'atomes, mais beaucoup de photons. Et si vous faites un trou dans cette bouteille magnétique, vous voyez que les atomes descendent, sortent de ce condensat comme un faisceau
cohérent d'ondes de matière. On a un véritable laser à atomes dans lequel, au lieu que les atomes se propagent dans toutes les directions, les atomes se propagent de façon cohérente dans une direction donnée. Alors ça, c'est certainement l'objet le plus froid de tout l'univers, parce que cette température de 150 nanokelvin, aucune condition dans l'espace extérieur, dans l'univers, ne permet de la réaliser. Et on peut penser que ceci n'existe que au fond de certains laboratoires. Et donc, s'il n'existe de civilisation que sur Terre, le seul endroit où ces condensats peuvent exister, c'est sur Terre. Peut-être dans d'autres galaxies, s'il existe des civilisations avancées, ces condensats existent, mais ils ne peuvent pas exister de façon naturelle. Alors, la question qui peut se poser maintenant, c'est vers quelles applications ceci peut nous conduire. Et ça, c'est un problème qui est ouvert. Je voudrais signaler un type d'application seulement qui relie tout ça à quelque chose de très classique. Vous savez que pour calculer, on utilise depuis l'Antiquité des bouliers classiques, des boules qu'on déplace sur le long de lignes ou de droite. Et en combinant le mouvement de ces boules, on peut faire des calculs d'arithmétique simple. Eh bien, en manipulant des atomes et des particules très très froides, on peut remplacer ces bouliers classiques par des bouliers quantiques. On peut par exemple prendre des chaînes d'atomes en les faisant interagir avec de la lumière. Ça, ce sont des véritables atomes qui sont sur une chaîne et qui diffusent la lumière d'un laser. Ou on peut prendre des atomes ultra froids et les piéger dans un réseau optique à 2 ou 3 dimensions et essayer de faire des opérations logiques avec ces atomes qui sont à la fois des particules et des ondes. Et c'est parce qu'ils sont à la fois des particules et des ondes que l'on ouvre cette logique du boulier à la logique quantique. Et donc on se dirige vers d'autres façons de calculer et de communiquer utilisant la logique de la physique quantique. Alors, je crois que j'ai été très très long. Je voudrais conclure par 2 ou 3 idées. D'abord, revenir sur cette idée que les atomes et la lumière sont les acteurs principaux du monde tel que nous le percevons depuis l'origine des temps. Et par exemple, sur cette stèle que l'on trouve au musée du Louvre, on a une représentation du Soleil qui émet des particules vers un observateur. Vous voyez que c'est peut-être la première représentation des photons qu'on peut trouver, qui est vieille de 3 ou 4 000 ans. Mais c'était des représentations poétiques, à visée religieuse ou métaphysique. Et ce n'est que depuis un siècle que nous avons vraiment compris les lois quantiques qui régissent les interactions entre atomes et matière. Cette compréhension nous a permis de développer des outils technologiques puissants, dont j'ai parlé de certains d'entre eux. J'insiste à nouveau sur cette idée que ce qui motive au départ cette recherche, ce n'est pas la promesse d'application, mais la curiosité des physiciens qui cherchent à comprendre comment le monde fonctionne et à exploiter toutes les possibilités de ces lois. Et donc, dans le cadre particulier de cette recherche sur les atomes et la lumière, je crois que le point le plus fondamental que ça a permis de découvrir, c'est que ondes et particules ne sont que les 2 faces d'une même réalité, que la lumière qui nous renseigne sur la matière, qui véhicule toute l'information qu'on a sur le monde, peut également servir à manipuler de façon étonnante la matière, en particulier le rayonnement dont on pense qu'il ne peut servir qu'à chauffer, il peut servir également à refroidir avec une efficacité extraordinaire, conduisant à donc la création de ces condensats de Bose-Einstein, et qu'en faisant danser les atomes dans la lumière, on pourra sans doute arriver à des applications dont je ne peux pas décrire la portée, mais qui nous étonneront sans doute un jour. Merci.